Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube que je souhaite faire de longue date sur ma chaîne parce que je suis moi-même intéressée depuis longtemps par le parcours de journalisme, depuis le lycée en fait. J'ai finalement fait droit comme vous le savez si vous suivez ma chaîne YouTube, mais j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans l'enceinte de l'École supérieure de journalisme de Lille. Et je suis en compagnie de monsieur Lucas Dezaulin, qui est professeur à l'Académie de l'ESJ, de Hugo Scalabre et de Julie Capel, qui sont étudiants en double parcours journalisme et droit. On va commencer d'abord par une petite présentation pour que chacun puisse expliquer ce qu'il fait et pourquoi il est invité aujourd'hui à parler dans le cadre de la vidéo. Et ensuite, je découperai la vidéo en deux grandes parties. La première où M. Dezaulin va prendre la parole pour expliquer un petit peu comment on intègre l'Académie de l'ESJ, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce que ce double parcours aussi avec une licence, notamment une licence de droit, et puis l'école de journalisme, et ensuite le concours pour entrer à l'ESJ, le master, et puis éventuellement aussi quels sont les débouchés notamment lorsque l'on fait un double parcours droit et journalisme. Et ensuite une deuxième partie où Hugo et Julie vont nous parler de leur grand courage, le courage qu'ils ont de vraiment mener à bien leurs études en conciliant droit, une licence de droit, l'Académie de journalisme, et puis également ils ont cofondé un compte Instagram qui a vocation à être finalement un média général sur le journalisme, notamment le journalisme judiciaire. Donc, c'est parti. Monsieur Dezaulin, est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu de l'Académie de l'ESJ et de ce que vous y faites et de ce que vous y enseignez? Bien sûr, alors bonjour Nina, bonjour à tous et à toutes. Alors moi c'est Lucas Dezaulin, je suis chargé d'enseignement et coordinateur pédagogique en fait à l'Académie de Lille. L'Académie de Lille, quand on appelle l'Académie donc ESJ, c'est la classe préparatoire intégrée à l'école de journalisme de Lille. Pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas l'ESJ en fait fait partie des 14 écoles reconnues par la profession. On intègre forcément ces écoles en master. Il faut impérativement en fait avoir un bac plus 3 pour entrer dans une école de journalisme en France. Il y a pas mal de noms que vous connaissez peut-être, QEJ, Sciences Po Paris, CFJ, ESJ, c'est des grandes écoles françaises. Donc nous en fait on est la prépa intégrée à l'ESJ, donc l'école supérieure de journalisme de Lille. Et donc en fait on est la seule pour l'instant prépa qui permet de former les étudiants pendant 3 ans à la préparation des concours. D'accord, donc ça c'est propre à Lille du coup. Alors c'est pas nécessairement que propre à Lille. Nous notre but, alors oui c'est propre à Lille dans le sens où il faut venir sur Lille. Il n'y a pas d'autre solution, la prépa est intégrée à l'école, il faut venir se déplacer ici. Mais nous préparons nos élèves sur les 14 écoles reconnues. Il y a 12 masters et 2 IUT. Donc les IUT, on les compte effectivement dans la sélection. L'objectif étant quand même de rentrer en master après un bac plus 3. Donc l'idée c'est vraiment de permettre aux élèves de venir du coup dans les locaux de l'ESJ. Donc c'est l'avantage aussi de pouvoir être directement dans les locaux de cette grande école qui est bientôt centenaire, créée en 1924. L'Académie, elle, a à peu près 10 ans. A été créé relativement récemment, avec vraiment pour but de préparer les élèves aux concours, qui sont des concours très difficiles, très sélectifs. Avant la prépa, il n'y avait pas vraiment en fait de parcours type. La plupart des élèves faisaient plutôt une sorte d'IUP ou faisaient donc Sciences Po par exemple pour préparer des grands concours. Mais l'avantage, nous ici, de la formation qu'on propose, c'est vraiment une formation donc sur 3 ans, en parallèle d'une licence. Donc, ce qui rejoint un petit peu donc, le parcours de nos élèves ici. Et donc l'idée, c'est véritablement de permettre pendant 3 ans de valider une licence et à côté de préparer pendant 3 ans en fait une sorte d'initiation au journalisme. Donc la première année, on est un petit peu plus sur découverte des métiers, initiation un petit peu au monde des médias. Deuxième année, on arrive un peu plus côté pratique, Radio Campus, le Châtillon, etc. Donc on met un petit pied à l'étrier et on commence à voir un petit peu le côté pratique du métier. Et la 3e année, c'est l'année du bachotage. Vous verrez ça quand vous y serez. Mais c'est assez intense, évidemment. Nous, l'objectif, c'est d'intégrer nos élèves dans une de ces écoles. Donc, pas nécessairement l'ESJ, mais une des écoles reconnues par la profession. Okay. Évidemment, la plupart de nos élèves veulent venir à l'ESJ parce que bon, ça fait 3 ans qu'ils sont là, qu'ils connaissent la ville et que l'école reste une des meilleures classées en France. Mais voilà, le but, c'est vraiment de les accompagner, de leur permettre vraiment de travailler sur ces dossiers et ces concours qui sont très costauds. D'accord.
Et donc entrer en prépa à l'académie, c'est déjà un challenge en soi quand on est au lycée. Ouais, on va pas vous le cacher, c'est quand même assez sélectif. Du coup, on est sur Parcoursup. On a 170 places en L1, on a plusieurs milliers de dossiers qui nous parviennent. Donc je ne vous cache pas qu'effectivement, pour entrer ici, c'est déjà assez sélectif. On attend quand même un bon dossier scolaire, évidemment. Mais en plus de ça, je pense que c'est important d'avoir déjà mené à bien des expériences dans le journalisme, des projets, des stages. Si quelqu'un a pris part au journal du lycée, c'est génial. Quelqu'un a lancé un média ou une page Insta sur le suivi des médias, c'est vraiment quelque chose que nous, on valorise. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez sélectif pour rentrer chez nous. Il y a pas mal de demandes. Donc voilà, c'est déjà assez compliqué de rentrer dans notre prépa et après, effectivement, de rentrer en master, c'est l'objectif de chacun et de chacune. Et vous avez parfois des reconversions où vous retrouvez des gens qui entrent à l'académie mais plus vieux, qui reprennent des études ou qui finalement changent de parcours? Ouais, nous on a un système qu'on appelle l'accès direct, c'est-à-dire que certains élèves qui n'ont pas pu rentrer en L1 rentrent en L2 ou en L3. Et effectivement, ces élèves-là qui rentrent en L2 ou en L3, en général, on fait 2 années de Cagne ou d'Hippocagne, ou des années de prépa ou quelconque, ou des UT. Après, des reconversions, nous dans notre prépa, il n'y en a pas énormément. On n'a pas d'élèves nécessairement beaucoup plus vieux que la moyenne. En master, on peut en avoir. On peut avoir énormément de reconversions, mais c'est vrai qu'ici, on est quand même sur un ordre d'âge, on va dire, entre 18 ans et 22 ans, quoi, parce qu'il y a une possibilité de partir en césure, donc on peut faire cette prépa sur 4 ans. Ok. Ben, merci beaucoup. Ben, pas de souci. Monsieur Desolin, vous êtes professeur d'anglais du coup. Alors moi je suis prof d'anglais ici, je fais également partie de l'équipe pédagogique. Donc en fait on est une équipe de 4 permanents en fait ici à l'académie. Donc voilà, moi je suis coordinateur pédagogique chargé d'enseignement et je m'occupe principalement des L3. En fait je suis le référent des L3, donc mon but c'est vraiment de les accompagner tout au long de l'année. Parce qu'en fait en L3 on met en place un système qui est vraiment beaucoup plus comment dire ça, un petit peu plus professionnalisant dans le sens où on va vraiment demander à faire des exercices vraiment de journalisme en préparation et en prévision en fait des exercices qu'on va demander dans les dossiers. Et en L3, on a des journalistes qui viennent s'occuper en fait de nos élèves par groupe de 10, donc il y a un vrai suivi et voilà, moi je chapeaute un petit peu tout ce suivi. Et en plus de ça, je donne des cours magistraux dans ce magnifique amphi au L2. Auquel j'ai eu la chance d'assister. Exactement. Un cours de civilisation sur Trump. C'était assez sympa de t'avoir ici. Ok, on comprend du coup que vous attendez une certaine maturité déjà dès le début et que c'est même une maturité qui est demandée finalement déjà en seconde, première terminale pour préparer son dossier. Bien sûr. On passe à vous du coup, Hugo et Julie. Comment déjà au stade du lycée, l'un et l'autre, comment vous vous êtes dit, ok moi je pars en droit, enfin en double parcours, comment ça s'est passé au niveau de Parcoursup, de votre inscription, de la sélection? Moi personnellement, je veux être journaliste depuis la fin de la classe de 4e. Donc j'ai fait plusieurs stages, notamment par exemple en seconde à La Voix du Nord. Et donc après, je me suis intéressé justement au monde de la presse. J'ai eu la chance d'aider parfois à pouvoir relire. J'ai été contacté par Hugo Décrypte pour pouvoir relire justement les posts qu'ils font chaque jour. Et ça, c'était en seconde déjà? Non, ça c'était en terminale. Voilà. C'est quand même déjà assez impressionnant. Effectivement. Okay. Donc au final, ça m'a permis de parler avec d'autres personnes qui s'intéressaient justement à l'actualité. J'ai pu animer parfois des soirs, des petites revues de presse, voilà. Donc ça permettait justement d'informer les autres personnes qui étaient dans ce réseau, si on peut dire, voilà. Et donc après, justement, dès la fin de la classe de 4e, j'ai commencé à regarder un peu les études pour devenir journaliste. Et donc j'ai vu qu'il y avait justement l'Académie USJ. Et donc au début, je voulais pas forcément faire de licence de droit. En fait, ça faisait pas rêver à la base? Non, pas forcément. J'étais plus parti peut-être en histoire ou en études culturelles. Et finalement, j'ai eu je sais pas si c'était une bonne idée, mais parce que j'étais intéressé, j'ai fait l'option droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale. C'était une nouvelle option. Et tu étais à quel lycée donc j'étais au Sacré-Cœur à Tourcoing, au lycée du Sacré-Cœur à Tourcoing. Mais non. Si.
Ah, on a un point de rencontre en pleine vidéo. On apprend tous les jours. Voilà. Moi, j'ai fait aussi le Sacré-Cœur de Tourcoing. Tu viens de Tourcoing? Oui. Ok. Non, à Lure. À Lure? Encore mieux. Parce que non, mais effectivement, c'est vrai que ça paraît anodin comme ça, mais nous, nos élèves viennent principalement de toute la France. Ce qui fait que, Ah oui, ce qui fait que vous c'est savez que très les rare L2, de moi se je les connais retrouver. moins que les L3, vu que je les ai pas, enfin je les ai en grand amphi, donc je ne savais pas qu'il y avait un Aluinois parmi nous. Mais c'est vrai que c'est rare que l'on puisse découvrir le droit déjà au stade du lycée. Ouais. Et moi, je milite plutôt pour ça. Je vais intervenir dans les lycées, je voudrais vraiment en parler parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque du Oui, tout bah oui, quand c'est sûr. on arrive en droit. Et donc même ça nous a donné même des premières bases pour la L1. Donc c'était intéressant. Et donc au final, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire du droit, ça m'intéresse. Et donc je me suis inscrit sur Parcoursup en droit option journalisme et j'ai eu la chance d'être pris. D'accord. Donc c'est vraiment postuler en licence de droit. Ouais. Enfin, sur Parcoursup, comment ça se passe? C'est vraiment. Il y a 5, c'est classé par bloc. portail, ouais, enfin c'est des blocs ou des C'est portails, ça, c'est ouais. ça. Ok. En fait, concrètement, nous on est en partenariat avec une bonne vingtaine de licences de l'Université de Lille, D'accord. principalement des licences de sciences humaines. Donc ça peut varier, ça peut aller de droit, sciences politiques, on a langue, on a une dizaine de langues, on peut très bien avoir langue scandinave, allemand, espagnol, anglais. Et donc il y a une ligne académie ESJ, Voilà, et en fait, licence, c'est l'option inter. journalisme. Donc en fait, sur Parcoursup, le choix, c'est de sélectionner la licence de l'Université de Lille. D'accord. Et dans cette licence, il y a l'option journalisme, hein, c'est ça si je ne Oui, m'abuse. c'est ça. Ok. Et en fait, ça c'est aussi un point assez important, donc je me permets d'en parler tout de suite, c'est pour augmenter en fait les chances de rentrer chez nous. Forcément, nous, on dépend aussi également des entrées à la fac, c'est-à-dire que certaines licences ont un nombre limité de places. Donc si vous voulez impérativement, et je m'adresse vraiment à vous, si vous voulez impérativement rentrer chez nous à l'académie, moi je vous invite à faire un maximum de vœux, c'est-à-dire de ne pas juste, je veux absolument faire licence d'histoire avec option journalisme. Du coup, vous serez bloqué dans le portail Histoire, ce qui fait que les places risquent d'être un petit peu limitées. Alors certes, si vraiment votre licence de rêve c'est Histoire, postulez et je prie pour que vous ayez celle-ci, mais si vraiment votre objectif c'est avant tout le journalisme, moi je trouve que c'est assez intéressant de proposer plusieurs choix sur différents portails pour augmenter un maximum en fait les chances de rentrer chez nous. Ok. Bah, moi personnellement, j'avais postulé à 3 portails, j'ai été pris à 2. Ok. Voilà. Donc, Et du coup, droit, c'était celle que tu voulais de base, toi. Donc ça Ok. tombe Voilà. plutôt bien. Et toi, j'avais pardon. aussi candidaté pour justement les 2 autres écoles qui sont reconnues directement, qui sont accessibles directement après le bac, donc les BUT de Lannion et de Cannes. J'ai été pris, ils ont sélectionné mon dossier, j'ai pu passer les 2 entretiens. Finalement, j'ai été retenu à Lannion, mais pas à Cannes, et j'ai tout de même, je voulais me spécialiser un peu déjà. Ok. Je voulais pas être journaliste au bout de 3 ans. D'accord. Et je voulais voir justement peut-être me spécialiser dans tout ce qui était la justice, journaliste spécialisé dans ce qui était la justice. Donc au final, j'ai choisi Ouais. l'académie. Voilà, effectivement, pour le cas d'Hugo, c'est quand même assez. C'est parfait ce genre de formation. Ça permet vraiment de découvrir la licence, de la valider pendant 3 ans et à côté, du coup, de bénéficier à raison de 10 heures de cours par semaine en fait, des enseignements ici, de l'initiation au journalisme. On voit que c'est dans le mouvement aussi général de spécialisation. On demande aux étudiants d'être de plus en plus spécialisés. Du coup, Bien de sûr. penser le parcours vraiment en amont pour l'être un maximum, tout Bien en sûr. étant quand même généraliste. Ah, mais Ça, c'est vraiment la particularité. En droit, on l'a aussi. En journalisme, c'est exactement ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas un ou une L3 pour témoigner, mais c'est vraiment ce qu'on leur demande, c'est d'avoir un projet assez précis, mais en même temps de montrer qu'on est ouvert à pas mal de choses, assez généralistes, que si on va nous mettre en télé ou en radio, il n'y a aucun souci. Mais on attend également de l'élève une certaine connaissance et assurance de là où l'élève veut aller. Donc c'est assez difficile de trouver, je trouve, l'équilibre entre projet précis, mais en même temps donner l'impression qu'on peut être ouvert à plein de choses. Effectivement. Ça, c'est Et ça, en journalisme, c'est vraiment quelque chose de compliqué. très compliqué. Les L3, je sais que c'est quelque chose qui les stresse pas mal parce qu'ils ont l'impression de se cantonner à une sorte de niche. Si, par exemple, ils veulent être journalistes JS, donc journalisme scientifique, mais en même temps, c'est vrai qu'on attend des journalistes de pouvoir être un petit peu polyvalents. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment trouver le juste milieu qui est un petit peu difficile. Ouais, pour faire un pont avec l'avocature, effectivement, c'est la même chose. On nous demande d'être ultra spécialisé, ultra expert dans un domaine. En fait, on se rend compte quand on devient avocat que déjà, ça dépend où on exerce. Dans un gros barreau ultra concurrentiel, effectivement, il faudra pouvoir être expert dans une niche. Dans des petits barreaux, il faut absolument tout faire. Et donc, on se retrouve hyper spécialisé dans un barreau qui nous demande de pratiquer tous les droits ou dans un cabinet généraliste. Donc c'est un peu le même problème. Voilà.
Donc Julie, toi, du coup, ton parcours, comment tu es venue à faire une double licence? Ouais, alors moi, Un c'était double pas parcours, autant oui. préparé que Hugo pour le coup. Déjà, je viens de Normandie, donc c'est pas forcément très loin du Nord, mais ça prouve quand même que ça vient un petit peu de toute la France. Nous, par rapport au droit, en licence, on vient franchement des 4 coins de la France, on vient dans le sud, etc. Donc c'est quand même assez enrichissant aussi parce qu'on apprend chacun, les spécificités de chacun, etc. Donc c'est super intéressant, rien que cet aspect-là. Et après, pour mon parcours, donc c'est pas du tout en quatrième ni rien. J'ai toujours été déjà un petit peu intéressée par le droit, d'abord, avant le journalisme. Mais j'étais pas forcément en quatrième, etc. On ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, justement parce qu'il n'y a pas trop d'informations. Est-ce que c'est vraiment le droit? Est-ce que c'est un petit peu flou? Du coup, au début, j'ai fait un stage à la police, en troisième, le stage de découverte de troisième. Donc j'ai été partie à la police pour voir un petit peu comment ça se passait. Bon, au final, ça m'a pas forcément plu. Après, c'est super intéressant de voir les coulisses. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même bien de voir les coulisses, mais pas forcément être dedans, mais de pouvoir un petit peu comme une petite souris partir un petit peu dans des milieux qui sont un petit peu fermés. Donc ça réfléchit un petit peu dans ma tête et je me suis dit, bon, on garde cette idée-là de police, mais on va voir pour se diriger vers autre chose. Donc après, l'année de seconde s'est passée et je ne savais toujours pas vraiment vers quoi me diriger. Et dans ma ville, donc c'est Dieppe, donc en Normandie, donc sur la côte, et il y avait justement Paris-Normandie qui était présent, donc c'est un média, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un stage là-bas, voir ce que ça peut donner. Donc au début, c'est vraiment par pure curiosité, parce que je ne savais pas du tout vers quoi me diriger. Du coup, j'ai fait un stage d'observation pendant une semaine là-bas. Et c'était super enrichissant. J'ai pu partir un petit peu partout dans la région pour voir un petit peu comment ça fonctionnait le métier de journaliste. Et du coup, ça m'a beaucoup donné envie. Donc j'ai commencé à me renseigner, etc. Et c'est vraiment tout début terminal que je suis tombée sur l'académie ESJ. Mais à la base, je n'avais pas forcément entendu parler parce que dans mon lycée, on n'en parlait pas forcément. C'était quand même un milieu qui était pas forcément défavorisé ni rien, mais on ne parlait pas forcément des grandes écoles parce qu'on disait tout le monde va partir en fac. Et c'était un petit peu la procédure classique. Ouais. C'est vrai que là où en plus on entend beaucoup parler de Sciences Po, on entend beaucoup moins parler de... Ouais, justement. Ouais. Et justement, j'ai fait une prépa donc, à travers la terminale, on peut avoir une préparation pour passer le concours des IEP. Et du coup, je suis tombée là-dedans et je me suis dit, ça peut être un moyen aussi d'accéder au métier de journaliste à Sciences Po. Donc je me suis dit, on va faire une prépa et puis on tente le concours, on verra bien. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un peu une ambiance de compétition et c'est pas forcément ce que je recherchais dans mes études parce que la compétition, c'est pas ce qui me plaît forcément. Après, ça convient à certains et c'est challengeant, etc. Mais d'un côté, c'est pas ce qui me correspondait. Du coup, j'ai passé le concours quand même de Sciences Po. À côté, j'ai postulé pour l'académie sur Parcoursup, avec toujours l'idée un petit peu en tête que ça serait bien, mais sans vraiment me renseigner à fond, parce qu'au début j'étais partie vraiment sur Sciences Po. J'ai passé les concours de Sciences Po, je voulais vraiment aller à Lille, j'étais acceptée partout sauf à Lille. Donc bon. Félicitations, c'est déjà... C'est déjà ce que j'allais dire. Cool. Après c'était aussi, il faut prendre en compte, c'était le Covid, du coup c'était les épreuves en ligne. Ouais. Donc ça a quand même, je dis pas facilité parce que ça reste... Ça n'a rien facilité du tout. Non, mais après c'est vrai que c'était, du coup on avait nos supports à côté, donc c'était quand même un concours différent en tout cas de ceux qui sont traditionnellement, donc je dis pas forcément que c'est plus accessible maintenant ou quoi, mais bon. C'est quand même différent. Si tu as été reçu, c'est qu'il y avait quand même le niveau. Oui, je pense que j'ai vu la sélection. Après, c'est beaucoup de travail. Et voilà, c'est toujours accessible, je pense, mais il faut se donner à fond. Ouais. Et du coup, finalement, comme c'était pas par défaut non plus par rapport à Lille, mais Sciences Po, ça me plaisait pas et j'avais peur vraiment de l'esprit de compétition. Et j'avais entendu comme quoi l'académie, ils étaient vraiment peu nombreux. 170, c'est quand même... pas beaucoup. C'est une petite promo. Voilà, et du coup, c'était vraiment l'occasion d'avoir peut-être un concours un peu plus familial et vraiment, donc je me suis dit, on part sur ça. Et après, du coup, je me suis dit, en plus, avec le droit, c'est ce qui m'avait plu dès le départ. Bim, promo de 1500 personnes. C'est ça, et là, on arrive, c'est ça, on est 500 dans l'info, on se dit bon. Et finalement, en droit, on est 25, donc, et encore, c'était l'année dernière, ça, et maintenant, on est 12. Du coup, on a 12 sur l'ensemble de la licence à faire cette option journalisme. C'est ça, et ça, pour le coup, c'est un vrai plus parce qu'on est vraiment... On n'est pas, je dis pas comme une famille non plus. On est toujours ensemble. En plus, dans les TD, on est tous ensemble. Donc, j'imagine que vous serrez les coudes aussi parce que c'est pas facile. Dans les TD, on est, comme disait Hugo, on est 12. Donc, du coup, par rapport à des TD classiques où on est 30 par TD, là, on a vraiment une proximité avec les professeurs qui nous permettent d'approfondir aussi le droit. Parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait une licence de droit option journalisme, on a moins de cours de droit que les autres. C'est-à-dire que nos options en droit ne sont pas prises en compte. C'est directement les options de l'EJ.
D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir, par exemple, je sais pas, il y avait des matières comme politique publique ou quoi que ce soit, ça on peut pas choisir. Nous on n'a que le bloc fondamental de base. Ok. Du coup Ça, parfois c'est c'est vrai important. que, ouais, et du coup on a un petit peu parfois pas des lacunes, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'options, etc. Donc permet d'avoir un petit groupe, ça permet aussi d'approfondir avec le professeur, parce qu'il est au courant qu'on n'a pas, enfin il est au courant, on lui explique notre parcours, et voilà, on lui dit, bon, on n'a pas ces fondements-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et ils prennent vraiment le temps, on n'est pas jeté dans la masse avec d'autres étudiants qui font un parcours full droit. Ceci dit, L1, L2, c'est vraiment les blocs qui sont importants pour la technicité ensuite, et puis l'analyse juridique. Après, les options, c'est vraiment de la culture, surtout en L1, L2, où c'est sciences politiques internationales. Enfin, ceci dit, c'est des matières que j'ai adorées, mais vous avez peut-être le complément avec votre option journalisme. Du coup, c'est ça. Et nous, ce qui nous passionne aussi, c'est d'avoir ce pied de ce côté-là. Donc, d'un côté, ça compense. Si on ne reçoit pas forcément de manque, parfois, ça nous plaît aussi les options proposées par la fac. Mais à côté, on a quand même. Vous avez de quoi faire. Ouais, c'est ça. On a assez comme ça de travail, donc c'est cool. C'est quoi, par exemple, le nom de vos matières à côté de la licence? À l'ESI. Ouais, oui. Je veux dire à l'option journalisme. Donc on a, par exemple, Monsieur Desoblin parlait justement de la pratique. Donc cette année, au premier semestre, on avait un TD Web. Donc on fait un journal web tout au long du semestre. Et là, on fait chaque semaine, on anime la matinale sur Radio Campus. Ah, Voilà. c'est ça, Radio Campus. Ouais. En fait, en L2, ils commencent vraiment à avoir accès au studio, donc ils font les matinales. Ça fait des grosses journées. Oui. C'est quelle heure les matinales? 6h, 7h 7h, 7h, ouais. Et en plus, vous avez votre CM d'actu qui finit à 20h le jeudi aussi, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Ce qui fait que voilà, des fois, ils se tapent des journées de 7h, 20h. C'est énorme. C'est assez intense, effectivement. Énorme. Et donc, je rebondis juste sur ça par rapport à ce que tu disais. C'est vrai que c'est important. Donc, nous, on remplace l'UE6, en fait. On remplace l'option qui peut être du coup disponible pour certaines licences. Donc, effectivement, voilà, certaines licences, il y a des options que certains élèves tiennent absolument à avoir. Il est possible que du coup, en fait, elles ne rentrent pas dans le cursus de notre formation. Et donc, en fait, voilà, l'UE6 correspond en fait à 8 heures, 10 heures de cours ici dans les locaux. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. C'est un surplus de travail non négligeable. Mais ouais, voilà, donc je te laisse finir sur Et du coup, on a aussi de l'anglais des médias. Je peux partir. Matière vraiment nulle. Non, je rigole, j'ai assisté à un de ces cours, c'était passionnant. On a aussi des TD de français, ateliers d'écriture et enfin, c'est l'un des plus importants, je pense, l'analyse de l'actualité chaque semaine. Okay. Avec des journalistes qui viennent en général nous parler d'un domaine qu'ils maîtrisent plutôt pas mal. Donc c'est l'avantage d'avoir justement des vrais professionnels qui connaissent vraiment le sujet qu'ils courent. Et surtout en L1, moi c'est un cours qui m'aime beaucoup plus, c'était découverte des métiers du coup. Et donc chaque semaine il y a un journaliste différent qui vient nous parler de son parcours et qu'est-ce qu'il a pu voir, etc. Donc c'est quand même super enrichissant parce qu'on rentre en L1 en ayant un peu une idée du journalisme, mais d'un côté, certains sont déjà très, très au point, etc. Mais pour ma part, oui, je savais ce qui... Dans les médias, on voit la rubrique sport, la rubrique tout ça, mais on ne se rend pas forcément compte que là, de voir vraiment quelqu'un en parler avec même ces anecdotes un petit peu... Enfin, c'est quand même super sympa à voir, et puis c'est quand même des journalistes parfois qui sont de renom quand même, donc c'est impressionnant de voir carrément. ça, et c'est super intéressant. C'est vraiment l'objectif de la L1. La L1, c'est initiation un petit peu au monde du média. Comme tu dis, il y a quand même des élèves qui arrivent ici, qui ont déjà un très bon profil, qui ont déjà pas mal d'expérience. D'autres, voilà, découvrent un petit peu, donc il y en a un petit peu pour tout. En L1, on est un petit peu sur un côté très théorique. Il y a quand même un peu moins de pratique en cours. Après, vous êtes tout à fait libre, et vous le savez, via votre média, de faire plein de choses. Mais la L1, voilà, on est découverte des métiers. On a des rencontres avec des journalistes qui viennent présenter leur métier, donc des GRI, des pigistes. On a eu tellement de métiers. Tu me parlais d'Hugo Décrypte. Hugo Décrypte était venu. C'était vous l'année dernière que vous l'avez vu? En visio. En visio, ouais. Il y avait eu également. Alors là, c'était pas pour une rencontre de métier, mais il y avait eu Marie Portolano qui était venue aussi suite à l'affaire Pierre Ménez. Parce qu'en fait, c'est aussi l'un des gros avantages d'être dans les locaux de l'ESJ, c'est que même si vous êtes académicien et donc pas officiellement en master, dès qu'il y a des conférences de l'ESJ, vous pouvez très bien y aller en fait, si vous avez de la place dans l'amphi évidemment. Et donc voilà, c'est aussi un avantage de pouvoir avoir pas mal de grands noms du journalisme en fait qui viennent faire des présentations de leur métier. Et donc c'est aussi effectivement l'avantage de la L1. Okay. Et pour les conférences, on a aussi Sciences Po qui est juste à côté, donc ça permet justement de pouvoir interviewer. L'année dernière, par exemple, il y a François Hollande qui est venu, donc ça a permis de rencontrer. Oui, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas Lille, donc là on est dans la rue Gauthier de Châtillon.
Et Sciences Po est littéralement 50 mètres de l'autre côté de la rue, quoi. Ils ont déménagé. Ils ont déménagé, les locaux à bon escient. C'est super. sont canons les locaux. Et bon, on en reparlera quand on parlera du master de l'ESJ, mais en fait il y a un partenariat en fait, entre l'ESJ et Sciences Po, ce qui explique aussi pourquoi l'ESJ est très renommé. C'est parce qu'en fait quand on sort du master de l'ESJ, on sort également diplômé du master de sciences politiques de Sciences Po Lille. Donc on a le double diplôme, parce qu'en fait quand on est en master ici, je pense que c'est tous les vendredis en fait, ils ont cours à Sciences Po. Donc ce système de partenariat. 95% d'insertion professionnelle. Et voilà, et l'ESJ, donc l'avantage de faire une école reconnue par la profession, c'est l'insertion professionnelle derrière. L'ESJ, c'est vraiment l'un des meilleurs exemples, on est à 95% sous 6 mois. Okay. Et dans les médias, enfin les meilleurs médias de France. Donc c'est aussi les gros avantages. J'ai envie de reprendre mes études. Je pense que ça a l'air génial. Mais... ouais, non, mais c'est vrai que voilà, ça vend du rêve, il y a pas mal et c'est l'avantage de je pense que pas mal peut-être de personnes qui nous regardent peuvent se demander pourquoi faire une école reconnue, c'est aussi cet intérêt-là. C'est-à-dire que pour les rédacs, ils vont venir en fait en master donner des cours, intervenir avec les M2, c'est limite du repérage pour eux. C'est-à-dire ils chassent les têtes, s'il y a un feeling qui passe bien qu'un élève ou une élève, bon bah tu me donnes ton CV à la sortie, machin. Donc c'est vraiment une sorte de... C'est là qu'on en vient au réseau et c'est la grande différence avec les facs, voilà. Ça donne un réseau, ça donc, ouvre un réseau. Ça ouvre clairement un réseau. Et donc les écoles reconnues, ça permet véritablement une insertion professionnelle assez rapide, dans des bons médias, alors que c'est vrai qu'on pourrait penser que le journalisme est un métier qui est un petit peu en difficulté, mais plus l'école est bien classée, alors j'aime pas trop ce système de classement, je trouve que voilà, quand on est dans le classement des 14 écoles, on est vraiment dans le top, et donc ça peut vraiment permettre une insertion beaucoup plus facile derrière. Ok. Et vous, du coup, comment vous envisagez, du coup, pourquoi ce double parcours? Vous avez expliqué le cheminement, mais est-ce que vous pouvez évoquer la différence entre, du coup, journalisme juridique et journalisme judiciaire, et lequel vous intéresse aussi, éventuellement, même si j'ai une idée, puisqu'on parlera de Justin News après. Ouais. Vas-y, oui. Tu es plus concerné par ça. Donc moi j'aimerais bien être journaliste justement chroniqueur judiciaire. Donc journaliste juridique, c'est vraiment expliquer les décisions des tribunaux pour que ce soit vraiment accessible à tous, même si au final on peut le faire tout en étant chroniqueur judiciaire, je pense. Mais alors que chroniqueur judiciaire, c'est vraiment suivre les procès, c'est vraiment être vraiment au cœur de l'actualité. Donc, par exemple, on va plutôt parler de journalisme juridique, j'imagine, si on est embauché par une plateforme comme Dalloz ou LexisNexis. Là où, si vous êtes embauché comme chroniqueur au Monde, vous allez être beaucoup plus, vous allez couvrir les procès, interviewer, j'imagine, enfin, vous m'en parlerez. Mais en tout cas, on n'est pas sur ce que nous, en tant que juristes, étudiants et avocats, on appelle la documentation juridique, donc vraiment Lexis 360 maintenant, parce que LexisNexis, ça n'existe plus, et Dalloz, etc., édition législative. Ok. Et du coup, tu veux peut-être parler de tes projets Et donc moi, j'aimerais justement me tourner vers le métier de chroniqueur judiciaire. On parlera de Justin News après, mais on suit quelques procès, donc vraiment, plus j'en suis, plus ça me donne envie de continuer. Donc, pour l'instant. Qu'est-ce qui te plaît dans les procès? L'année dernière, j'avais pu justement, dans le cadre du cours de découverte des métiers du journalisme, on avait dû faire un dossier. Donc j'avais choisi de faire un dossier sur le métier de chroniqueur judiciaire. Et j'avais pu interviewer Pascal Robert-Diard, qui est chroniqueuse judiciaire au Monde, et qui m'avait dit, justement, devant nous, on a des personnes que tout oppose, et on va les forcer pendant plusieurs heures parfois, justement, à se parler. On a les différents points de vue de l'accusé, de la victime, et au final, à la fin, on arrive à un jugement. Et souvent, l'accusé est puni pour ce qu'il a fait, la victime, on répare les dommages. Donc c'est ça, je trouve. Ça en dit long sur la société, souvent, un procès. C'est ça qui est passionnant aussi. Ok. Et Julie, toi, du coup, ce serait plutôt quelle branche? Pour l'instant, donc c'est vrai que je suis pas forcément focalisée, contrairement à Hugo, sur vraiment chroniqueur judiciaire ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que forcément, de par Justin News, je suis plongée dedans au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Après, j'ai pas forcément encore d'idée très précise vers quelle branche du journalisme je me tournerais plus. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que plutôt le journalisme. Et ça revient à ce que j'avais constaté pendant mon stage, etc. Être un petit peu une petite souris un peu partout, c'est vraiment plaisant comme
voilà, comme statut. Et puis même rencontrer des gens qui, comme disait Hugo, que tout oppose, c'est super enrichissant parce que forcément on apprend tous les jours avec, et on reste pas forcément dans un monde fermé avec, d'un côté si, parce qu'on reste toujours avec des journalistes, mais justement on peut s'ouvrir en découvrant d'autres personnes et c'est vraiment aller même parfois faire tomber un peu nos a priori parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup sur les gens, etc. Et là c'est vraiment l'occasion de se confronter aussi à des choses qui nous paraissent un petit peu plus éloignées. Donc, voilà, et même si on se concentre sur le droit, au final le droit il est partout, donc au final on voit vraiment des choses très différentes. Et c'est très sociétal, hein, selon les droits qu'on pratique aussi. Ensemble on a pu, je ne l'ai pas dit, mais du coup Justine News m'avait interviewé et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans le cadre du procès Tereos, qui était un procès centré sur le pénal de l'environnement, ce qui est complètement différent des violences conjugales, de tous les droits qu'on peut pratiquer de toute façon. Mais ok, merci à vous deux. On peut du coup justement faire la transition avec Justine News et expliquer comment l'idée vous est venue, et puis aussi Monsieur Dezoblin, Lucas, donc que je tutoie et vous vois parce que pour tout vous avouer, forcément on se connaît dans la vie privée parce qu'on va être cohérent. Je vais commencer à le voyer, je l'ai tutoyé, mais oui, est-ce que c'est valorisé? Comment l'académie appréhende ce genre d'initiative aussi de la part des étudiants, en sachant que voilà, vous avez évoqué un emploi du temps très chargé. Là, ils ont même un quiz après cette vidéo entre 20h30 et 21h30, voire plus tard. Donc voilà. Ça bosse beaucoup. Hein. Oui, ça bosse énormément. Et du coup, ils vont nous parler, en plus de leurs médias qu'ils ont créés. Si je ne m'abuse, j'ai vu la première publication en 2021, fin 2021 peut-être. Ouais, c'est ça. En fait, donc, au départ, l'initiative donc, est venue de moi. Bon, Hugo s'est très vite greffé à 2 semaines, 3 semaines après. Mais au départ, c'est vrai que du coup, l'académie favorisait beaucoup l'idée de créer son propre média ou même de rejoindre un média étudiant pour se faire une première approche. Et au-delà juste de la valorisation, c'est vrai que personnellement, c'est super parce qu'au moins, on est directement dans un média étudiant avec d'autres gens qui partagent aussi la passion de faire évoluer un petit peu, etc. Donc du coup, je me suis renseignée un petit peu sur les médias qui existaient, etc. Et bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais encore assez timide et je n'osais pas trop. Et je me suis dit, il n'y a rien qui m'attire forcément, ou alors j'ose pas, ça me paraît trop gros pour moi, j'ai peut-être pas le niveau. Donc je me dis, on va créer un compte Instagram, on verra bien où ça mène, et tant pis, même si ça rate ou ça marche pas, au moins je peux expérimenter mes choses et voir si ça fonctionne. Et au final, j'ai commencé à faire quelques posts donc, sur le droit par rapport à la licence. Je me suis dit, au moins c'est une bonne manière aussi de concilier mes études et de le mettre en pratique. D'être et à aussi, jour. surtout, c'est ça. Et je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup forcément de comptes qui vulgarisaient facilement, en tout cas qui étaient vraiment centrés, parce qu'il y a beaucoup de comptes qui partagent un peu leurs études, etc., mais pas forcément centrés sur l'actualité qui peut vraiment, de manière générale en plus, sur le droit. Du coup, je me suis dit, on va créer ce média-là, et puis on verra bien. Et puis Hugo m'a envoyé un post en disant regarde ce compte, il est sympa, et du coup je lui ai avoué que c'était moi parce qu'au début j'avais rien dit. Voilà, j'avais fait ça un petit peu. Oui, c'est moi. Voilà, j'avais rien dit parce que j'osais pas trop, je me disais on verra bien, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Voilà, un petit peu dans les brouillons, et puis Hugo du coup Et puis juste pour rebondir, mais c'est vrai que déjà autour, je pense, de ce micro, de cette table invisible, il y a plutôt des introvertis, des timides. Moi c'était mon cas, je le suis encore. Et se forcer, c'est pas se forcer, mais l'expérience des réseaux sociaux en fait aide quand même à décomplexer là-dessus, et puis à prendre la parole, et en fait ça devient de plus en plus naturel, et puis de prendre confiance en soi aussi sur nos initiatives. Et du coup après Hugo m'a rejoint. Voilà. Et le procès de l'attentat de Paris du 13 novembre venait de commencer, et donc je me suis dit toutes les semaines, je vais faire un résumé de la semaine de ce procès. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est ça, et puis il m'a rejoint par rapport à ça. Donc, au début, c'était vraiment juste donc sur l'ordinateur, donc du desk, qui sont un petit peu ce qu'on peut comparer par rapport aux médias traditionnels, donc vraiment juste sur l'ordinateur. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde par exemple toutes les infos qui viennent de tomber, on choisit un sujet en particulier qui nous tient à cœur ou qui nous paraît vraiment important pour être mis en valeur, et on compare vraiment tous les articles de tous les médias pour avoir vraiment un point de vue différent, parce que c'est vrai qu'on peut vite tomber dans une manière d'écriture qui tend plus vers telle personne ou une personne. Donc vous avez un vrai travail journalistique. Ah oui, non, on fait pas juste de recopier un article, parce que déjà ça se fait pas. Et même non, mais c'est vrai que c'est déontologiquement et même par respect, Et on compare un petit peu les points de vue, tous les articles qui peuvent exister, même si c'est souvent des dépêches AFP qui sont reprises, parce que souvent les procès, tout le monde ne peut pas se rendre, donc c'est un petit peu un relais aussi des informations. Vous faites ça la nuit du coup Non, comment parfois vous ça déborde un organisez peu. concrètement?
tous les deux? Ça dépend. C'est un équilibre. Ouais. En Ouais. fait, faut vraiment s'organiser. On se dit, bon, tel jour, je vais faire un post, donc je m'organise dans mon travail pour pouvoir faire ça. Ouais. Mais c'est vrai que parfois c'est du taf. Après, c'est vrai que parfois on s'autorise aussi du fait qu'on soit un média sur Instagram et un peu plus libre aussi, parce qu'on est, enfin, on le dit, on est C'est ça qui est étudiant, chouette aussi. on n'est pas, enfin nous on est là aussi pour apprendre. Donc parfois on se trompe, on fait des erreurs qui sont parfois plus graves que d'autres dans la manière d'écrire, etc. Mais on se dit bon bah on teste et du coup parfois il y a parce que souvent notre manière de faire, c'est un post tous les jours. Donc du coup, ça implique aussi beaucoup un travail quotidien. Mais on se dit, si un jour on peut pas parce que voilà, parce qu'on a une vie privée aussi à côté, peut-être qu'on veut voir notre famille, parce que voilà, c'est quand même un petit peu, parce qu'avec le droit c'est compliqué parfois, mais du coup on concilie ça et même on s'autorise à parfois pas faire de post et c'est pas dramatique en soi, on apprend. Donc ça aide aussi à relativiser par rapport au travail, parce qu'on se dit on a la liberté et même si on fait pas. Donc... Et là, on n'était que 2 au début, maintenant on est à peu près 8 dans l'équipe, je pense. Ah oui. Voilà. Donc, voilà. Donc ça permet justement. Donc ça permet justement de nous décharger un peu la charge. Oui, nous décharger. Même des points de vue différents, parce que tout le monde n'a pas les mêmes attirances pour un sujet. Je sais qu'il y en a qui sont plus passionnés par les sujets locaux, pour le coup, vraiment locaux, etc. C'est vrai que c'est très varié. Et d'autres plus internationales, ou même des... Vraiment, on a un panel de personnes. Bon, il y en a qui viennent de notre licence de droit avec nous, qui sont au quotidien. D'autres qui viennent, une personne en L3 aussi à l'académie. On a 2 L3. Ouais, 2 L3. Ok. Et après, voilà, il y a des gens aussi qui sont en Erasmus, etc. Donc c'est bien aussi parce qu'on a des points de vue étrangers, etc. Et non, c'est passionnant. Qui est en Erasmus Erasmus, c'est Jeanne. Ok. Jeanne, et en L3, c'est Kim aussi. Ah, Kim chez des ok. Ouais. Excellent. Donc, voilà. C'est vraiment l'avantage de ces médias, moi je trouve, de se faire une première impression un petit peu du monde du journalisme. Moi je me permets de rebondir, mais en tout cas, nous on valorise énormément ça. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux élèves de rejoindre un média, d'en créer. Honnêtement, si un élève ou une élève pour son média a besoin du studio télé ou du studio radio, on peut le rendre disponible. Voilà. Ça c'est génial. Nous on essaye vraiment un maximum d'encourager les étudiants en fait à partir là-dessus. Et donc c'est vrai que c'est quand même vraiment valorisé. Autant par nous pour rentrer en prépa, c'est-à-dire que nous, un élève qui est déjà en terminale avait déjà lancé ce genre d'initiative, ça va quand même nous donner l'impression que c'est pas une erreur de casting, que l'élève en question a vraiment envie de faire ça. Et pour les masters, d'autant plus. C'est-à-dire que créer un média comme ça pendant sa licence, c'est quand même pas mal pour ça pèse dans le dossier. Après, ça passe dans le dossier, ou alors si le dossier est accepté à l'oral, mais c'est vraiment le genre d'initiative qui va vraiment plaire au jury, parce que quelqu'un qui bossent comme des acharnés, quoi, tu vois. Donc ça montre quand même que c'est des élèves qui ont vraiment envie d'être là, de vouloir faire ce métier. Il y a de la passion. Et donc voilà, nous on est assez, on encourage sans forcer évidemment, mais on a pas mal de choix. C'est vrai que moi je mets un point d'honneur en début d'année de vraiment bien présenter en fait aux nouveaux élèves tous les médias qui ont existé ou qui existent encore. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques noms qui sont qui commencent un petit peu à se faire connaître, vous avez eu des accréditations par exemple, donc c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on est quand même vraiment limite sur des véritables médias qui ont des accréditations, qui peuvent vraiment en fait aller faire du travail sur le terrain, du travail de journalisme. Une accréditation, c'est avoir son pass média pour pouvoir couvrir Par exemple, des gros procès, nous par exemple c'était le procès de l'attentat de Nice, pour accéder à la grande salle d'audience, pour être vraiment dans la salle d'audience avec les parties civiles, les autres journalistes, on est obligé d'être accrédité. Parce que c'est assez sensible et même il y a tellement de presse, etc., que même au début, nous avait dit limité à une personne par média. Bon, finalement, il n'y a pas trop de monde ce jour-là, donc on a pu rentrer à 2. Mais ouais, c'est vraiment... ça. Sinon, c'était des salles de retransmission. Donc on a été, par exemple, pour le procès de l'attentat de Paris du 13 novembre, là, on était justement dans une salle de retransmission, mais on a moins l'émotion, etc. Non, mais c'est pour ça, donc, vraiment, être capable de pouvoir être sur place avec les autres journalistes, c'est quand même quelque chose qui est clairement pas anodin, quoi. Et ça donne une force. Ça donne une perspective, ça oblige à prendre confiance en soi, parce que j'imagine que quand on interviewe un grand avocat, c'est pas facile. Et donc ce genre d'initiatives, forcément, on les encourage. Là, je réfléchis, je pense à 2 masters, par exemple, qui étaient donc des anciens académiciens, qui sont maintenant master LESJ. Là, j'ai 2 noms qui me viennent, c'est 2 élèves qui ont monté un média qui commence à bien marcher maintenant. Et donc ça, je pense pas que ce soit anodin. Je pense que c'est quand même quelque chose qui plaît au jury, quelqu'un qui a créé son propre média, qui
a pris de son temps libre pour monter quelque chose comme ça, c'est vraiment c'est du pain béni pour les jurys en général. Je dis pas que c'est porte ouverte et j'aimerais vous dire que les écoles vont se battre pour vous évidemment, mais c'est quand même une force. Et nous on encourage, et nous on a quand même quelques médias étudiants qui ont bien grossi. Il y a des noms comme Paper News, Ch'ti Redac, qui sont des noms qui... Enfin voilà, je pense que c'est une quarantaine d'étudiants qui bossent pour ce média. On ne pareil. se rend pas compte. Ouais. Ok. Donc c'est vraiment voilà, ce genre de petits projets ou grands projets, hein, parce que certains médias vraiment sont accrédités, peuvent aller assister par exemple, là vous parliez des deux procès, mais pareil pour aller couvrir un match de sport, du foot ou quoi que ce soit, c'est aussi des accréditations, et donc ça permet en fait de vraiment rentrer dans un cadre qui est quasi professionnel, même si on n'est pas encore journaliste officiellement. Et du coup, la licence de droit, est valorisée par rapport aux autres licences, histoire. Alors, je ne sais pas quelle autre licence vous pouvez faire, lettres, j'imagine. Ouais, donc du coup, nous, on a donc une vingtaine de licences. Dans notre optique, prépa puis concours, nous, on a une vingtaine de licences, toutes sciences humaines. Donc c'est principalement donc, langue, sociaux, histoire, sciences politiques. Après, il y a STAPS aussi. STAPS, effectivement. Il y a STAPS. Il y a STAPS. C'est vrai que c'est considéré comme scientifique. Donc on a STAPS. Les places sont limitées, on n'a pas énormément d'élèves STAPS qui viennent, mais tous les ans on a une dizaine d'élèves qui font une licence STAPS et qui à côté en fait suivent la prépa. Pour du merci de m'avoir rappelé le STAPS, parce qu'effectivement j'ai tendance à toujours parler de sciences humaines et STAPS. Non, c'est effectivement c'est scientifique. On vise plutôt du coup du journalisme sportif. En général, effectivement, on est plutôt sur un profil plutôt sport, mais pas systématiquement. Et donc pour venir à ta question sur la force de la licence droit, alors ce qui est important, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui peut peut-être rassurer tout le monde, si les masters c'est quelque chose qui vous intéresse, peu importe la licence. C'est vraiment pas quelque chose qui est nécessairement considéré par les jurys. Si on considère qu'on est candidat libre en fait pour tenter un master de journalisme, on peut très bien avoir déjà un master de quelque chose, d'avoir fait un IUT, on peut très bien avoir fait une licence de russe, d'avoir fait du théâtre. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui est important pour eux. Ils veulent juste un bac+3. Donc moi j'ai vraiment tendance à dire peu importe la licence, ça va pas changer grand chose. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que quelque part on ne peut pas valoriser le droit sur l'histoire, et ça c'est hyper enrichissant pour moi. Carrément, et je trouve que c'est hyper important aussi pour les lycéens qui veulent intégrer la prépa, qui se disent bah, quelle licence faire, laquelle va mieux passer, bah prends celle qui te plaît le plus parce que tu vas quand même faire 3 ans dedans. Quoi. Oui. C'est quand même une grande part la licence. C'est quand même une grande part. Nous je sais qu'on passe forcément beaucoup plus de temps à la fac qu'à l'académie, et c'est normal aussi, c'est le parcours comme ça. Il faut vraiment s'accrocher parce qu'on a quand même beaucoup en droit, mais pas que, je pense, dans tous les autres licences, il y a quand même un travail qu'il faut quand même pousser, on est à la fac quand même. Donc sachant qu'en fac de droit, on a beaucoup de cours quand même par rapport à c'est assez poussé, en plus, c'est plus technique, et du coup, c'est vrai que c'est du travail aussi à bien réfléchir et à pas se dire, je fais l'académie, je pense, parce que pour avoir moins de cours à la fac, parce qu'au final, c'est aussi intense, parce qu'on a 2 matières différentes, enfin 2 parcours différents, donc c'est pas du tout les mêmes choses qu'on aborde, même si parfois ça se rejoint, parce que forcément, l'actualité, ça part du droit. Voilà. Mais forcément, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi, d'avoir beaucoup de travail. Oui, c'est vrai, c'est le... Enfin, tu vas vous passer plus de temps à la fac qu'ici, donc la priorité c'est valider sa licence. Moi je refuse de revoir une élève ou un élève qui était en L3 qui a été accepté en master mais qui n'avait pas validé sa licence. Oui, ça c'est du boule parce que vraiment voilà, tout est fait, ça passe, mais malheureusement la licence ne passe pas. Il faut le bac+3. Il faut le bac+3. Comme pour passer le barreau, il faut un bac+4. C'est non négociable. Et donc il faut prendre une licence qui plaît, parce que si on y va entrer dans les pieds, ça va être compliqué. Et donc ça m'amène à la petite plus-value effectivement des licences droit, c'est un peu la seule je trouve qu'il y a, enfin pas vraiment, parce qu'effectivement si vous voulez par exemple faire, je sais pas moi, journaliste, reporter à l'étranger ou correspondant, des choses comme ça, parler une langue peut vraiment clairement, une langue un petit peu plus unique on va dire, ça peut quand même être une grande force, je pense. Sachant qu'en droit, c'est 0 niveau langue, on régresse limite, moi j'ai vraiment... c'est l'anglais qu'on a Écoris. C'est gentil. Non, vraiment, mais c'est vrai que du coup, je pense par exemple, je sais que l'AFP quand ils font des stages ou l'AP, enfin bref, les grandes agences de presse qui proposent des stages en master, je sais que c'est privilégié ceux qui ont une langue que personne ne parle. Donc, par exemple, quelqu'un qui a fait une licence scandinave, ça peut déjà être une super chance, une grande force derrière si le projet est évidemment de partir à l'étranger ou de bosser pour une agence de presse. Mais en général, j'ai tendance à dire que chaque licence est sur le même pied d'égalité. Évidemment, la licence sciences politiques donne des petits outils qui sont assez intéressants pour travailler l'actu et puis comprendre les enjeux actuels. Mais vraiment, la licence droit est pour moi l'une des seules qui va vraiment vous donner la force de pouvoir, si vous souhaitez l'être, journaliste juridique ou judiciaire, chose qui est quand même très compliquée à faire si on n'a pas fait de licence de droit.
Ouais, ça c'est sûr. Ça me paraît vraiment très Surtout compliqué. quand on voit les énormités faites dans les Voilà. journaux par rapport aux termes juridiques. Exactement. Nos Donc, il y a chargés un- TD disent qu'on est l'avenir de la profession. Donc, on les épaules. Voilà, ouais. Mais donc du coup, je trouve que voilà, la licence droit, elle est dure, il y a beaucoup de taf, mais derrière, c'est vrai que ça vous donne un profil assez atypique de, bah voilà, quoi, de pouvoir Ce plus qui est partir dingue, dedans. c'est que moi j'ai jamais entendu parler de ce double parcours. Ouais, bah, c'est vrai que Vraiment, il est- je n'ai pas rencontré d'étudiants à part parfois, vous. même qui les l'ont- profs à la fac ne connaissent pas. Ouais. Enfin, ils se Ouais. demandent où est-ce que, Clairement. enfin, pourquoi on est si nombreux, s'il manque du monde. Non, on est C'est fait ça, mais c'est normal, tout mais récent, ouais. enfin ça fait moins de 10 ans Ouais. qu'elle existe. D'accord. Moi j'y suis Ça rentré en existait 2016 en tant qu'intervenant d'anglais, je faisais 1 heure de cours. C'était les L3, l'année de 2016, c'était la première promo. Donc en fait, ça Ok. fait vraiment D'accord. 2013-2014, quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est assez récent. Oui, donc en plus, vous, votre diplôme va vraiment être valorisé parce que Mm. ce sera plus rare aussi. Ok. Et donc voilà, c'est vrai que c'est quand même la licence reste la priorité. Parce que ça arrive des fois que des élèves viennent ici chez nous, puis en fait au bout d'un semestre en L1, bon, on se rend compte que c'était pas trop ce qu'ils voulaient. Mm. Bon, bah, soit ils perdent de l'argent, ils se sont inscrits pour rien, mais par contre derrière ils perdent pas leur temps, ils valident quand même leur licence. Ouais. Ça c'est un point d'honneur Oui, sur ça lequel aussi. ouais, c'est Forcément, hyper vous ne pouvez important. pas sans rien si derrière vous n'avez Tu pas perds pas de temps. Ouais. Tu peux perdre de l'argent, tu perds pas de temps. Mm. Parce que derrière tu valides tes licences. Ok. Et ça c'est vraiment priorité à ça. Parce que, Et après, à l'ESJ, donc il y a des masters droit. Alors, vraiment non. spécialisés En droit, fait, journalisme. c'est quand tu sortiras du master que tu auras ton bagage du coup de master en ayant fait une licence de droit. D'accord. Et cette licence de droit, en ayant fait le master, te permettra d'être un petit peu plus expert, on va dire, de ce domaine-là et de pouvoir partir dans cette direction-là. Donc plus de droit ensuite à l'ESJ si vous intégrez. Non, non, non. Ok, d'accord. Et ça dépendra évidemment des différentes écoles, mais la plupart des écoles, c'est le même schéma. En M1, on est sur du généraliste. Tu revois un petit peu le journalisme dans le sens large. Et en M2, on se spécialise un petit peu plus, pardon, et donc ça part soit télé, soit radio, presse écrite ou les nouveaux médias, donc le digital. D'accord. Ok. Et donc là aussi les écoles, bon, il y en a il y en a 14 mais 12 en comptant les 2 IUT. D'ailleurs, félicitations d'avoir été pris dès la sortie de la terminale parce que c'est quand même très difficile de rentrer dans ces IUT. Et donc voilà, lui il a fait le choix effectivement de ne pas vouloir partir sur les 3 années d'un IUT, mais plutôt de tenter de rentrer en master pour sortir avec un master qui sera un petit peu plus valorisé, même si effectivement c'est des très bons établissements, hein, Cannes et Lannion. D'accord. Ok, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça vous a enrichi aussi de nourrir les articles Justinews, même si vous nous avez appris qu'il y avait une équipe derrière, quels avocats vous avez rencontrés, vous m'aviez parlé même d'un procureur aussi, donc là plus peut-être expliquer quelle connexion avec le monde du droit ça vous a donné, et puis en quoi ça vous a enrichi sur ce plan-là. Bah, déjà, ça nous permet d'aller sur le terrain quand on va dans les procès. Tout à l'heure, Julie, elle parlait qu'on essayait justement de mettre en concurrence, si on peut dire, dans nos postes les différents points de vue. Donc, par exemple, pour un article sur les cours criminelles départementales qui ont été généralisés au 1er janvier 2023, on a pris les arguments qui ont été donnés par le ministre de la Justice. Et en plus de ça, on a interviewé une avocate pénaliste qui, elle, était contre cette généralisation. Donc elle nous a expliqué justement que pour elle, ça allait peut-être, les cours d'assises allaient disparaître, que normalement la justice est rendue au nom du peuple français, et donc là, il n'y aurait plus de jurés populaires dans ces tribunaux. Donc. Et ça vous donne vraiment un aspect pratique et un recul sur la question, là où en licence, on a du mal aussi à prendre du recul sur le droit, puisqu'on s'en prend plein la tête, il y a énormément de connaissances à acquérir, et oui, du coup, ça vous donne de la perspective, vraiment. Ouais, c'est ça. Pour nous, en fait, c'est beaucoup plus concret. Oui, c'est ça, en ce que fait, c'est j'allais surtout dire. ça. Ouais. Par exemple, par rapport au procureur et monsieur Eric Morel qu'on a pu rencontrer, à l'époque, il était procureur de Nîmes, mais maintenant il est parti donc, dans les îles de Saint-Barthélemy, etc. Il est procureur général de Guadeloupe maintenant. Oui, c'est ça aussi, et puis des petites îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et c'était super intéressant parce que du coup, il nous a vraiment évoqué son quotidien, donc dans le cadre de la journée internationale du droit de la femme du 8 mars. Donc, il nous a évoqué aussi comment les procureurs faisaient pour aider à lutter contre les violences conjugales et tout ça. Et du coup, c'est super enrichissant aussi d'avoir un point de vue parce qu'on dit que la justice parfois ne fait pas assez de choses ou est un petit peu
Ça vient d'une grande méconnaissance du système. C'est ça. Même si le système est imparfait, effectivement, c'est un système humain. Mais... Et d'avoir quelqu'un qui nous raconte les moyens concrets qui sont donnés, avec bien sûr sa vision des choses, donc toujours à mettre en perspective, mais c'est super intéressant même pour les gens qui ont pu être présents sur notre média, pour découvrir comment ça se passe. Et même dans les procès, c'est enrichissant, c'est une folie, puisqu'on rentre vraiment dans les tribunaux, etc. Et on voit vraiment comment ça se passe, quand tout le monde se lève. Alors c'est anodin, parce qu'on se dit, oui, bon, ça se passe comme ça. Mais en réalité, de le voir en vrai, parce qu'on nous parle en cours, par exemple, de cours de droit pénal, on nous explique comment ça se passe, etc. Mais d'un côté, ça reste très théorique. Un procureur, un procureur, un avocat, oui. Mais... Et là, vraiment, d'être présent et de voir les plaidoiries, etc., ça... Mais c'est pas anodin, effectivement, parce que même à l'école des avocats, on nous explique pas ça. Donc nous, quand on arrive avocat, tout ce monde ultra codifié, tu parles justement de se lever quand la cour arrive ou le tribunal arrive, mais il n'y a pas que ça, il y a tout, les demandes de renvoi, qu'est-ce qu'un renvoi, qu'est-ce qu'une radiation du rôle, enfin, il y a énormément de choses, et ça, même au stade de l'école des avocats, parfois on ne le voit pas. Donc avoir cette perspective-là dès la licence, c'est extrêmement important et enrichissant. Et c'est vrai que je continue juste là-dessus, mais... moi, j'ai essayé vraiment, j'ai eu la chance, parce que je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais de faire des stages dès la licence, et c'est ce qui m'a motivée à tenir mes études, parce que j'avais cette vision pratique. J'étais pas uniquement en train de ficher des connaissances théoriques très lourdes et pas forcément passionnantes quand on ne comprend pas l'aspect pratique et puis vraiment ce que ça implique en termes de société, en termes d'humain. Et c'est vrai que du coup, avoir une initiative à côté comme Justinews ou un double parcours, ça ouvre l'esprit aussi. Ouais, c'est ce qu'on essaye de dire. Nous, on va dans les procès, mais les audiences, elles sont publiques et il y en a beaucoup qui ne le savent pas finalement. Surtout ceux qui font du droit, mais même au final, ceux qui font du droit, ils vont pas dans les procès. Donc en fait, il faut vraiment aller dans les procès, c'est public. On peut y aller tous les jours à 14h, il y a des comparutions immédiates par exemple au tribunal judiciaire de Lille et donc même passer 1 heure, 2 heures là-bas pour voir comment ça se passe. Et puis l'ambiance est quand même assez pesante. Enfin, moi je sais un truc qui m'a marqué, bon après c'était un contexte particulier aussi, c'était le procès des attentats de Nice, donc c'était quand même assez pesant, mais on rentre dans la salle, les accusés ils nous regardent dans les yeux et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, ma place, c'est quand même assez pesant parce qu'en vrai on se dit oui c'est l'accusé etc, mais là c'est des vrais, c'est vraiment des gens que la justice est là pour juger, c'est son rôle, mais nous on arrive là en tant que spectateur et là pour le coup on était un petit peu en tant que média aussi pour voir comment ça se passait, mais avant tout on était étudiants en droit et on se dit oui il y a quand même un contexte, donc quand on prend des décisions il faut prendre aussi ce contexte-là, vraiment tout le rouage un peu de la justice, on se rend vraiment compte aussi que c'est pas juste il y a une décision, il y a les faits, etc. Non, il y a tout un contexte. Là c'est quand même assez pesant de rentrer et d'avoir des regards et de se dire oui c'est des gens, faut pas oublier. Et l'année dernière par exemple on a été aussi au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, donc on y était vraiment dans le 2e jour. Et donc là, on a vraiment, il revenait sur les faits. Donc on avait des photos avec le prêtre qui était assassiné. On avait recevoir ça aussi. On avait les accusés qui étaient juste devant nous. On était, sur le premier banc. Il y avait les accusés devant nous dans le box. À côté, on voyait la sœur du prêtre qui était en train de pleurer. C'était assez dur, mais d'un côté, ça nous montre la réalité, parce que parfois, comme je disais, parfois on n'a pas l'impression que c'est que dans les tribunaux, et voilà. Mais là, vraiment de se rendre et voir aussi les méthodes de travail. Par exemple, c'était le parquet national antiterroriste qui montrait tout ça, et ça a été assez impressionnant pour le coup, parce qu'il y avait une vitre un petit peu floutée, pour forcément pas qu'il révèle son identité, pour nous exposer un petit peu comment ça s'était passé, mais... ça fait un peu cliché, mais on s'est dit vraiment comme dans les films au final, puisqu'il y a vraiment une baie vitrée, toute floutée. On s'est dit oui, c'est sérieux, et c'est vraiment comme dans les films, mais en réel. C'est ça, c'est là pour le coup, c'est pas juste idéalisé, non, ça se passe vraiment comme ça. Et il y a des gens, parfois on pourrait se dire c'est comme dans la série, voilà, il se passe ça, mais là vraiment c'était impressionnant. Qu'est-ce que ça fait de voir un cadavre, qu'est-ce que ça fait de voir après c'est quand même comme les audiences sont publiques, ils font quand même attention. On n'a pas vu non plus tout, c'est normal aussi, mais on voyait quand même des traces, etc. Donc on se dit oui, c'est quand même assez poignant. J'en profite juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Hugo. Rater des cours pour aller voir des procès,
je le dis. C'est vraiment, moi en licence, j'ai l'impression que si je ratais des cours, c'était catastrophique. Et des fois, je me disais, bon voilà, est-ce que je dois rater des cours pour aller voir un procès toute une journée, toute une après-midi? Oui, parce que c'est vraiment ce qui va être valorisé. Et même non mais en tout cas, vraiment, en Master 1, la sélection en droit est très très difficile en Master 1. Ce qu'on va demander, c'est du relief. Ce qu'on va demander, c'est de l'expérience, c'est d'avoir été chercher les choses en pratique. Et je ne vous dis pas de rater les cours toutes les semaines, mais le faire une fois dans un semestre pour vraiment aller voir un procès d'assises, oui, c'est important. Et ça, rater un cours de pénal, par exemple, pour aller dans un procès d'assises, ce sera beaucoup plus concret. Ouais. C'est vrai. Et l'avantage aussi d'avoir un petit groupe dans le cadre de l'académie, c'est que du coup, on se partage souvent les cours, etc. Donc c'est aussi un plus, c'est d'avoir un bon groupe qui, du coup, si chacun veut faire des initiatives par rapport à son média, et ça permet aussi d'avoir plein d'opportunités et d'à côté de ne pas manquer par rapport aux cours et d'avoir les cours en même temps. Donc ça, c'est vraiment un gros plus aussi parce qu'on s'entraide et voilà, c'est un plus. Bien, merci beaucoup. Est-ce que l'un et l'autre, les uns et les autres, vous avez un petit mot pour la fin, pour un petit conseil pour les étudiants, chacun personnalisé? Moi, je peux vous donner petit conseil si effectivement vous êtes intéressé par la prépa. Alors, évidemment, bien bosser à l'école, ça paraît bête, mais dès la seconde. Dès la seconde. Alors nous, on regarde vraiment les notes de la terminale et du bac. Okay. Je vous cache pas qu'en dessous de 15, c'est compliqué de rentrer. On peut, clairement, on a des notes en dessous de 13, etc. Mais voilà, je préfère vous dire tout de suite, c'est ce que je dis moi dans les salons des étudiants, bossez bien la terminale. Et dès la terminale, si possible, commencez à faire des petits projets journalistiques, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, on peut rentrer sans rien avoir découvert, sans rien avoir fait. Après tout, vous venez ici pour le faire. Mais je ne vous cache pas que quand on a des élèves qui sortent 19-30 de moyenne au bac et ont déjà genre 50 000 followers sur Instagram, sur leur compte news, ont déjà fait un reportage. On fait une année en Inde. On fait 5 stages. Et donc il y en a qui déjà à 17 ans ont un profil incroyable. Donc on a 170 places, évidemment, il faut un maximum mettre toutes les chances de son côté. Donc bossez bien et des petites expériences journalistiques par-ci par-là pour nous montrer que c'est pas une erreur de casting. Merci. Et sinon, pareil, en vrai, c'est un petit peu cliché, mais toujours, on peut toujours le faire, il faut toujours y croire, parce qu'on peut se dire, ouais, c'est pas de ma portée, de là où je viens, c'est pas forcément, je vais pas être pris parce que je suis pas de ce milieu, voilà, mais franchement, faut pas du tout, faut pas hésiter justement, faut foncer et se dire que dans tous les cas, au pire, ça marche pas, mais au moins on aura tenté quand même, parce que nous, si on nous avait dit à l'époque qu'on serait parti couvrir des procès à Paris, etc., on aurait se dit, mais jamais on oserait, c'est quand même un monde qui est assez fermé, et on se dit, mais c'est pas possible, non, et au final, on en est là, alors que, on essaye, et je pense que c'est ça le principal, c'est de toujours repousser, là on peut se dire, bon, c'est pas, je le ferai pas et tout, non, il faut y aller, et tant pis, même si ça loupe, et bon, au moins on aurait essayé, quoi. Ça, même en droit, c'est essentiel, parce que le droit, il faut s'accrocher, mais toujours se dire que, bon, on verra bien, on se lance, et Ouais, si vous voulez être journaliste, que c'est vraiment ce que vous voulez faire, montrez que vous êtes motivé et allez-y, vous avez toutes vos chances. Merci à tous les trois.